Je te laisse le micro. Merci à Alexandre pour cette présentation. Je charge. Donc, je suis très honoré d'être ici à la journée du GFEV. Donc, pour vous présenter une pathologie qui n'a rien d'une pathologie de l'interniste, puisque par définition, une néphropathie IgA primitive est limitée à l'atteinte rénale. Néanmoins, on sait que c'est une maladie générale en fait, qui est expression rénale pure. Et ça, la démonstration ultime de ça, c'est le fait que c'est une pathologie qui récidive sur le transplant et qui finalement est moins dépendante du rein que du patient qui possède ce rein ou ces reins. Donc cette description a été faite dès 1975 par Jean Berger, cette récidive. Et depuis cette période-là, il y a eu énormément de recherches physiopathologiques sur cette maladie. Et ce n'est pas un topo sur la physiopathologie, mais je suis obligé de placer certains éléments qui vont être ciblés par des nouvelles thérapeutiques dont a commencé à parler Alexandre dans sa présentation, et qui aujourd'hui ont un niveau de preuve qui commence à devenir très consistant. Alors rapidement, c'est une maladie des IgA1. Vous savez, il y a deux isotypes d'IgA, les IgA1 et les IgA2, c'est une maladie des IgA1. On ne retrouve que des IgA1 déposés dans les reins, et il n'y a pas d'IgA2 dans ces néphropathies à IgA, avec des anomalies de glycosylation de la région charnière. Donc il y a ce qu'on appelle des IgA1 galactose déficiente au niveau de leur région charnière. Et ça a été montré dans de grands essais, dans de grandes études de cohortes rétrospectives, avec la mise en évidence d'une quantité d'IgA1 galactose déficiente plus élevée chez les patients atteints de néphropathie IgA en comparaison des contrôles, comme on voit ici dans ces deux études qui confirment cette atteinte. Néanmoins, ce n'est pas un marqueur utile au diagnostic, puisqu'il y a beaucoup d'overlap entre les patients et les témoins, mais néanmoins, ça donne disons une information sur la physiopathologie de la maladie et la dépendance vis-à-vis de cette forme d'IgA. On sait d'autre part que dans cette maladie-là, quand on regarde les GWAS, les études génétiques, où on regarde tous les polymorphismes, un très grand nombre de polymorphismes en les comparant entre les cas et les témoins, on a un grand nombre de gènes qui sont impliqués dans la réponse muqueuse IgA. Et donc retenez ça, on a un certain nombre d'arguments sur le mécanisme muqueux de l'initiation de cette néphropathie IgA, dont des arguments génétiques qui sont par définition non modifiables, qui sont à l'origine des choses. Donc c'est un argument qui est très important. Au cours de cette physiopathologie, il y a également parmi les loci identifiés au sein des GWAS, la molécule, enfin le gène qui code pour le facteur April. April, c'est un cousin de BAF que vous connaissez bien dans le lupus notamment, qui agissent sur des récepteurs communs, notamment le récepteur TACI. Et ce récepteur TACI, l'activation du récepteur TACI est impliquée dans le switch des lymphocytes B vers les IgA. On sait que le taux d'April chez les patients atteints de néphropathie IgA est augmenté en comparaison avec même des contrôles pathologiques et des volontaires sains. Donc on voit qu'il y a des anomalies humorales qui concernent les IgA1 galactose déficientes. On voit que tout ça est probablement sous l'influence d'April. Et on sait que les muqueuses sont probablement la source de ces IgA qui passent dans le territoire systémique et qui se déposent dans les reins, qui entraînent la néphropathie. On a également des éléments humoraux d'auto-immunité potentielle contre ces IgA1 galactose déficientes. Et ça, on a un certain nombre d'arguments, notamment ces études-là, que je ne vais pas vous détailler parce que ça prendrait trop de temps, mais d'IgG anti-IgA1 galactose déficiente, dont la présence augmente le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale quand on a une néphropathie IgA et augmente le risque également de récidive après transplantation.
Donc en plus de ces éléments-là, on sait que le complément est également activé au cours de cette néphropathie, notamment parce qu'on trouve des éléments du complément, notamment du C3, de manière extrêmement fréquente. Plus de 90% des patients ont des co-dépôts de C3 avec les IgA dans les glomérules. Et on trouve du complexe d'attaque membranaire. On trouve également des facteurs de régulation, notamment le facteur H, les protéines reliées qui sont les CFHR. Donc ça a été trouvé dans les glomérules. On a également des arguments pour penser que au sein des complexes humains, il y a déjà une activation du complément, parce qu'on retrouve du C3 dans les complexes humains à IgA de nos patients. Et là aussi, les GWAS qui ont manifestement eu un apport pathogénique extrêmement important, identifient également les gènes des CFHR, en fait du locus du facteur H, comme un locus majeur qui modifie le risque de survenue d'une néphropathie IgA. Donc pour faire une synthèse globale de cette pathogénie, ce n'est pas l'objet du topo, mais c'est nécessaire vraiment pour comprendre les cibles thérapeutiques. Tout commence avec la muqueuse et les plaques de Peyer, avec probablement un hit environnemental. La diète, le gluten a été proposé dans cette maladie, même si on n'en a pas de preuves cliniques, disons, dures. Le microbiote, il y a également des arguments pour cela. On a un hit génétique, comme on l'a montré, avec tout un tas de loci associés à la production d'IgA par les muqueuses. Ces loci intéressent également des éléments qui favorisent le switch IgA par les lymphocytes B, notamment April, mais également des dérivés de l'interleukine 6, qui sont LIF, OSM, qui sont identifiés par les GWAS. Ensuite, on a des plasmocytes à IgA qui sont dans la lamina propria, avec dans le sang périphérique des lymphocytes B, IgA1 galactose déficiente, qui ont des molécules de homing muqueux à leur surface. Il peut y avoir aussi des polymorphismes des galactosyltransférases, et puis le complément qui va agir au sein des complexes humains et qui soit en phase circulante ou en phase déposée au niveau glomérulaire. Et une fois que les dépôts se font, il y a plus ou moins une réaction inflammatoire glomérulaire qui se produit et qui aboutit vers la sclérose glomérulaire et la perte de fonction rénale. Et finalement, 20 à 50% de nos patients atteints de néphropathie IgA évoluent vers l'insuffisance rénale terminale. C'est la première cause d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale par glomérulonéphrite primitive en France. Donc l'enjeu est quand même important. Donc la police a été complètement modifiée par le changement d'ordinateur, je m'en excuse. Donc les axes de prise en charge de cette néphropathie sont maintenant de deux ordres. On va avoir un axe qui est à votre gauche, qui est l'action sur l'inflammation glomérulaire, et puis un deuxième axe qui est la prise en charge de la maladie rénale chronique. Et donc, quand on zoome un petit peu quand on veut agir sur l'inflammation glomérulaire, on va agir sur à la fois la source des IgA et notamment de ces IgA1 galactose déficientes, et on va également dans une autre perspective agir vraiment sur l'inflammation glomérulaire telle qu'elle, indépendamment des anticorps et des immunoglobulines qui s'y sont déposés. Et puis la prise en charge de la maladie rénale chronique, finalement, c'est une prise en charge néphrologique classique, commune à toutes les glomérulopathies, pour laquelle il y a le contrôle de la pression artérielle, bien entendu, et puis toutes les mesures de néphroprotection que je ne vais pas détailler ici, mais pour lesquelles il y a des nouvelles thérapeutiques qui sont validées particulièrement dans la néphropathie IgA. Donc si on regarde d'abord les voies de contrôle de la production de ces IgA1 galactose déficientes, la logique a été de penser qu'avec le rituximab, qui est l'anti-CD20 que tout le monde connaît ici, on va finalement réduire la production d'IgA1 galactose déficiente, voire des IgG anti-IgA1 galactose déficiente, et on va améliorer l'évolution de la maladie. Or, ça a été essayé par une petite étude contrôlée randomisée qui est parue dans le JASN il y a quelques années, et malheureusement ça a été un échec. Alors c'était un petit essai, il y avait peu de patients, mais il n'y a aucun impact sur la protéinurie, mais ce qui a renforcé notre conviction que ça n'avait pas d'intérêt, c'est le fait que le taux d'IgA1 galactose déficiente est resté stable
dans le groupe contrôle et dans le groupe rituximab. Dans le groupe traité et dans le groupe rituximab, il n'y avait pas de différence sur le biomarqueur dont on s'attendrait à avoir une diminution. Donc c'était décevant et aujourd'hui, plus personne ne recherche l'impact du rituximab dans cette maladie. L'autre axe de diminution de cette production d'IgA1 galactose-efficient, je vous ai dit, le réservoir est très probablement muqueux, et donc d'agir sur l'inflammation muqueuse, sur les facteurs inflammatoires muqueux, ça pourrait avoir un intérêt en termes de réduction de ces IgA1 galactose-efficientes, et c'est vraiment ce qui a initié cette idée de délivrer des corticoïdes au niveau muqueux, notamment au niveau digestif en l'occurrence, par du budésonide. Alors, il s'appelle TRF parce que sa forme galénique a été un petit peu modifiée par rapport au budésonide qu'on utilise habituellement pour cibler vraiment l'iléon, avoir une libération au niveau de l'iléon ici et cibler vraiment les plaques de Peyer et la maturation des baies au sein des plaques de Peyer. Et on a deux grandes études, l'étude Nefigan et l'étude Nefigard, qui montrent toutes deux une réduction de protéinurie à 9 mois qui est tout à fait nette, hein, moins 27% dans la première étude, moins 31% dans la deuxième étude, et c'était significatif par rapport au placebo, mais également une meilleure préservation du débit de filtration glomérulaire. Et ça a fait l'objet d'un Lancet l'année dernière, où vous avez une baisse finalement de la protéinurie qui est assez rapide et surtout en termes d'évolution de DFG, une différence entre les deux groupes qui est surtout en début de période, au moment du traitement, et qui ensuite des courbes qui restent parallèles au cours du suivi. On voit que l'impact il est vraiment au début, à la phase initiale du traitement, en comparaison avec le placebo sur le DFG. Sur la protéinurie, l'effet est un peu plus tardif, il s'observe à partir de 6 mois. Et c'est un traitement qui dure 9 mois, donc jusque-là. Donc les courbes s'écartent en termes de contrôle de la protéinurie jusqu'à 9 mois, et même jusqu'à 12 mois. Et puis après l'arrêt du traitement, eh bien, on voit que la protéinurie remonte dans le groupe budésonide, laissant présager le fait que c'est un traitement qui est assez suspensif, et on va avoir souvent une rechute plus tardive à 24 mois. L'autre axe de traitement, c'est de prendre en charge l'axe BAFF-April, notamment par le développement d'anticorps monoclonaux anti-April. Donc le but, là, ça va être de cibler les lymphocytes B producteurs d'IgA1 galactose-déficiente particulièrement, en fait, producteurs d'IgA, par des monoclonaux anti-April. Donc là, on a plusieurs molécules qui sont en cours de développement. La plus avancée, c'est le cibépranlimab, qui est un monoclonal anti-April, et qui a fait l'objet d'une publication des résultats de l'étude de phase 2B dans le New England en fin d'année dernière, et qui montre, quelle que soit la dose de cibépranlimab, finalement une baisse de protéinurie qui était significative par rapport au placebo. C'est contrôlé randomisé avec des effectifs qui ne sont pas encore très importants, c'est 40 patients dans chaque groupe. Mais ce qui était intéressant, c'est que là on avait réellement une baisse des IgA1 galactose déficients dans cette étude, et ce de manière significative et avec un effet dose. Il y a d'autres monoclonaux anti-April en développement, notamment le Zigakibart, dont les premiers résultats d'une étude de phase 2A ont été présentés à l'ERA, qui montre également une baisse de protéinurie, mais on n'a pas de groupe contrôle dans cette étude de phase 2A. Donc c'est finalement la baisse de la protéinurie, c'est avant-après. Donc on est dans des conditions méthodologiques d'évaluation de l'efficacité qui sont quand même moins fortes. Et puis, au lieu de cibler April, l'idée, ça peut être aussi de cibler les récepteurs, notamment TACI, qui est un récepteur commun de BAFF et d'April. Il y a aussi des arguments pour dire que BAFF a aussi un rôle dans la néphropathie IgA. Et finalement, de bloquer le récepteur commun impliqué dans le switch vers les IgA, c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre de molécules sont en cours de développement, et le plus avancé c'est l'atacicept, qui est donc une molécule de fusion TACI qui va empêcher l'activation de TACI, c'est une sorte de TACI soluble.
Donc c'est cette étude Origine, qui est une étude de phase 2B, qui est placebo contre 3 doses de d'atacicept, avec 36 semaines disons d'études, puis une phase où tous les patients recevaient de l'atacicept. Cette étude a inclus des patients assez sévères sur le plan de la néphropathie IgA, c'est-à-dire qui ont une protéinurie élevée malgré un traitement néphroprotecteur. Et quand on regarde les résultats présentés à l'ERA et confirmés à l'ASN, le congrès américain tout récent, eh bien, on avait au cours de cette étude une baisse des IgA1 galactose déficientes de manière très nette, moins 64% par rapport au placebo. Les patients avaient moins d'hématurie dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle. Et puis la réduction de protéinurie, qui est notre critère de jugement le plus précoce d'efficacité d'un traitement, là aussi il y avait une différence qui était très significative, de l'ordre de moins 30 à moins 40%. Voilà, donc des résultats extrêmement intéressants. En termes de stabilisation du DFG, on a également une différence significative après la première phase de l'étude. Et puis, quand on regarde la deuxième phase, où tous les patients reçoivent 150 mg d'atacicept, on voit que le groupe qui était initialement sous placebo rejoint en termes de protéinurie et d'IgA1 galactose déficiente, ici c'est l'IgA1 galactose déficiente, le groupe traité. D'accord ? Donc, un niveau de preuve qui commence à devenir très important sur l'impact de l'atacicept, de ciblage de TACI sur l'évolution de la néphropathie à IgA. Et puis les derniers à rentrer finalement dans la danse, c'est le ciblage du CD38. Et donc le CD38 est exprimé par les cellules NK et les plasmocytes. Là, l'idée, c'est vraiment de cibler les producteurs d'IgA, les plasmocytes producteurs. Eh bien, on a une première étude avec des résultats présentés en congrès pour le moment, qui est le felzartamab, qui est un monoclonal anti-CD38. On n'a pas d'étude sur le daratumumab, puisque je sens que vous allez me poser la question. Et dans cette étude qui s'appelle IGNIAS, on a une réduction de la protéinurie avec la dose la plus importante. Ça s'utilise un peu comme le traitement du myélome, avec des cures. Donc le traitement, le schéma le plus efficace, c'était 9 doses, et puis après plus rien. Et avec ces 9 doses, on avait une réduction de protéinurie ici qui était plus importante que le placebo. Ici, il y a plusieurs schémas thérapeutiques qui sont comparés, mais en termes de réduction de protéinurie, c'est ça. On a globalement une efficacité qui est plus marquée. Donc là aussi, c'est des petits effectifs, c'est des études de phase 2 qui sont amenées à être développées en phase 3 prochainement. Et il y a d'autres anti-CD38 qui sont en cours de développement. Donc, sur la réduction de l'IgA, le ciblage de cette IgA1 galactose déficiente, vous voyez qu'il y a quand même un déferlement d'études avec un nombre de New England, de Lancet extrêmement important, et des traitements qui vont être impactants dans le futur. Et puis à réduire l'inflammation glomérulaire, qui est un autre axe qui est bien sûr tout à fait légitime dans cette pathologie. Et depuis longtemps, on utilise dans ce but-là la corticothérapie. Jusqu'en 2012, on avait tout un tas de petits essais cliniques contrôlés randomisés qui sont regroupés ici sous forme de méta-analyse et qui avaient tendance à montrer une efficacité de la corticothérapie sur des critères durs de jugement qui étaient une réduction de DFG importante ou une évolution vers l'insuffisance rénale terminale, mais avec des petites études nombreuses, avec une hétérogénéité assez importante. Donc des essais plus importants ont été menés, notamment l'essai STOP-IgAN, qui est une étude qui est très complexe dans sa construction, on n'a pas le temps de la décrire, mais qui avait 2 critères de jugement principaux, un premier qui était la réduction de la protéinurie, et l'autre qui était l'évolution sur le débit de filtration glomérulaire. C'est une étude qui était positive sur le critère protéinurie et négative sur l'évolution en termes de débit de filtration glomérulaire, avec les auteurs qui concluent sur le fait que la corticothérapie n'a probablement pas d'impact majeur sur l'évolution de la néphropathie IgA. Cette étude est très critiquable pour tout un tas de raisons.
Et c'est comparé finalement quasiment dans le même temps à une autre étude, cette fois-ci asiatique, étude Testing, qui est une grande étude initialement chinoise, puis plus étendue à l'Asie, qui comparait la méthylprénisolone au placebo. Cette étude, dans une première phase, contenait des doses assez importantes de corticothérapie. Sur le critère de jugement principal, elle montrait une efficacité en termes de perte de 40% du DFG. Hein, c'est la partie gauche du schéma. Donc il y avait une différence significative. Mais par contre, en termes d'effets indésirables, vous voyez sur les 6 mois de traitement, on avait des effets indésirables graves nettement plus importants dans le groupe méthylprénisolone. Cette étude a été arrêtée, cette phase-là a été arrêtée précocement à cause d'un excès indésirable grave. Néanmoins, ils ont modifié leur protocole, ils ont diminué la dose de corticoïdes, donc de méthylprénisolone dans ce cas-là, et adjoint du Bactrim, adjoint des mesures associées, parce que les effets indésirables graves étaient beaucoup des infections, notamment des pneumocystoses, des nocardioses, et ils sont repartis avec une deuxième phase de l'étude, ils ont repris l'inclusion avec cette modification de protocole, et avec cette fois-ci une efficacité qui est retrouvé, disons, sur les critères de jugement principaux, mais plus d'impact sur les effets indésirables graves. Et donc ils ont mixé les résultats de ces deux études, et c'est cette courbe ici qui est la courbe d'événements de critères de jugement principaux avec un bénéfice de la méthylprénisolone. Et aujourd'hui, dans nos dernières recommandations, il est recommandé d'utiliser ce protocole dit testing low dose de méthylprénisolone avec les mesures d'accompagnement en première intention quand on veut réaliser une corticothérapie chez un patient. Le deuxième axe pour réduire l'inflammation glomérulaire, c'est le complément. Hein, et on a déjà disponible finalement des traitements qui visent le complément, notamment les traitements utilisés dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et dans le SHU atypique, qui sont les anti-C5, les monoclonaux anti-C5, l'éculizumab et puis plus récemment le ravulizumab. Le ravulizumab, c'est une évolution de l'éculizumab, qu'une modification d'acide aminé qui fait qu'il y a un recycling qui est plus important et une durée de vie qui est plus longue de l'anticorps monoclonal. Et donc c'est un traitement qui se fait tous les 2 mois au lieu de se faire tous les 15 jours et qui bloque puissamment la voie finale commune du complément. Et on a une première étude qui s'appelle l'étude Sanctuary, dont les résultats ont été présentés en congrès, qui montre là aussi une réduction significative de la protéinurie dans le groupe traité, ici en bleu, en comparaison avec le groupe placebo. Et donc l'anticorps anti-C5, c'est une voie tout à fait intéressante, avec une étude de phase 3 qui commence, qui est l'étude ICANN, qui commence tout juste avec le ravulizumab. Il y a d'autres approches anti-C5, sont approches type ARN interférent, donc c'est ce Cemdisiran qui est développé, qui bloque puissamment le C5 hépatique, hein, c'est-à-dire que là c'est le taux de C5 sous traitement est réduit de 100% tout simplement, hein, avec une reconstitution lente du C5. Et dans cette étude de phase 2, avec des petits effectifs, on avait une réduction de la protéinurie également. Hein, donc un axe aussi intéressant, les ARN interférents peuvent arriver éventuellement pour le traitement de la néphropathie à IgA, même si c'est des données encore préliminaires. Et puis la molécule qui a le niveau d'avancement de validation le plus important, c'est l'iptacopan, qui est un anti-facteur B, hein, qui cible donc la voie alterne du complément, qui est une petite molécule qui se donne péros, hein, 200 mg matin et soir, et qui a fait l'objet d'études de phase 2 et puis de phase 3, dont on a eu les résultats récemment, c'est l'étude Origine, et cette étude de phase 3 montre une réduction de protéinurie significative dans le groupe traité iptacopan, ici en jaune, en comparaison avec le placebo, à tel point que cette molécule a reçu un early approval par la FDA très récemment, hein, pour le traitement de la néphropathie IgA.
L'autre possibilité qu'on a pour réduire l'inflammation glomérulaire, c'est l'hydroxychloroquine, puisqu'on a une petite étude chinoise. Donc il y a des arguments physiopathologiques qui passent par notamment l'impact sur les TLR et sur le process intralysosomal des HLA-DR, etc., l'impact anti-inflammatoire que vous connaissez de cette hydroxychloroquine, elle peut avoir un intérêt en néphropathie IgA, puisque dans cette petite étude chinoise de 30 patients contre 30 patients, contrôlés randomisés, on avait une réduction de protéinurie qui était nettement plus importante dans le groupe traité. Donc ça fait l'objet finalement d'une étude de phase 3 qui est un PHRC national français multicentrique qui visera dans une étude contrôlée randomisée d'évaluer l'impact de l'hydroxychloroquine sur l'évolution du débit de filtration glomérulaire après 3 ans de traitement. Donc ça c'est une étude qui va démarrer très prochainement. Étude Quigan elle s'appelle. Et puis, l'autre axe de prise en charge, on a vu l'axe agir sur l'inflammation, mais l'autre axe, c'est l'axe maladie rénale chronique, qui est vraiment très commun pour nous, néphrologues. On s'appuie classiquement sur les IEC et les ARA2, qui sont les molécules de choix des glomérulopathies protéinuriques. C'est basé sur des études qui datent début des années 2000, avec des validations spécifiquement chez les patients atteints de néphropathie IgA, enalapril ou valsartan. Donc c'est toujours utile de rappeler ces traitements. Mais plus récemment, on a l'apport des ISGLT2, donc les glyphlosines, qui sont des agents glycosuriques natriurétiques, qui ont tout un tas de bénéfices au cours de la maladie rénale chronique. Et dans les grands essais sur les glyphlosines, vous avez toujours des sous-groupes de patients atteints de néphropathie IgA. Et dans les 2 grands essais d'APA-CKD, AMPA-CKD, qui ont inclus des patients non diabétiques, eh bien vous aviez dans le sous-groupe des patients atteints de néphropathie IgA une taille d'effet en termes de protection vis-à-vis de l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale ou la baisse de 50% du DFG qui était le même que chez les patients diabétiques. D'accord ? Donc c'est le cas dans DAPA-CKD, c'est le cas dans AMPA-Kidney, où là aussi on avait une différence très importante dans le sous-groupe des 800 patients atteints de néphropathie IgA entre le groupe traité par AMPA ou par placebo. L'autre point d'action va être le blocage de l'endothéline. L'endothéline, c'est un médiateur vasoconstricteur vasculotoxique, mais également néphrotoxique au niveau glomérulaire, avec une néphrotoxicité podocytaire notamment. Le problème avec la voie de l'endothéline, c'est qu'il y a 2 récepteurs, ETA et ETB, et le blocage de ces 2 récepteurs entraîne des œdèmes, de la surcharge, des décompensations cardiaques, et n'est pas souhaitable pour le contrôle des néphropathies. Et il est apparu des bloqueurs spécifiques de ETA, avec des molécules qui sont à la fois anti-ETA et anti-récepteurs des AT2, donc c'est le sparsentan. Je passe vite. Mais cette molécule a fait l'objet d'une étude qui est l'étude PROTECT, qui a été publiée en deux parties dans le Lancet l'année dernière, et qui montre une réduction de protéinurie tout à fait nette en comparaison avec le placebo, et également un impact positif sur la pente de DFG chronique. Il y a d'autres bloqueurs de l'ETA comme la trasentan. Oui. Ouais. Je me dépêche, j'ai presque fini. Voilà, le pipeline, il y a plein de nouvelles thérapeutiques potentielles qui sont en cours de développement. Et donc aujourd'hui, on a que les corticoïdes et les RAS inhibiteurs, les ISGLT2. Mais demain, on a potentiellement tout un tas de nouvelles molécules qui peuvent agir sur les différents aspects de la maladie. Voilà, j'en ai terminé.